sourds et aveugles face aux risques qui pèsent aujourd'hui sur ce musée. L'actualité sportive, c'est du tennis. Coup de tonnerre à Melbourne, Novak Djokovic abandonne en demi-finale de l'Open d'Australie. Alors qu'il était en train de jouer contre l'Allemand Alexander Zverev, blessé à la cuisse, le Serbe n'a pas réussi à rester sur le terrain. La suite, c'est Arthur Franc qui nous la raconte. Il a jeté l'éponge à la fin du premier set, long de 1h20. Novak Djokovic ne remportera pas un 25e titre du Grand Chelem dimanche. Touché physiquement lors de son duel face à Alcaraz au tour précédent, le Serbe a tout tenté, mais il s'est résigné. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour gérer la déchirure musculaire, mais vers la fin du premier set, j'ai commencé à ressentir de plus en plus de douleur. À partir de là, c'est devenu trop dur à supporter. C'est une fin de parcours assez triste. Au moins, j'aurais essayé. Un abandon dur à digérer pour les supporters serbes venus en nombre soutenir leur champion. Habitant de Melbourne, Shena ne cache pas sa déception. C'était très dur de le voir s'arrêter là. En plus, il a très bien joué lors du premier set, tout comme Zverev. C'était un match superbe qui s'annonçait une bataille de 4 ou 5 sets. C'est vraiment triste, décevant. Mais je sais que si Djokovic a pris cette décision, c'est vraiment qu'il n'avait pas le choix. À 37 ans, Novak Djokovic laisse planer le doute et n'est pas sûr de revenir en Australie. Arthur Franc, Melbourne, RFI. Et c'est Alexander Zverev qui affrontera en finale de ce tournoi le numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Ainsi se referme ce journal où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté. L'atelier des médias, Steven Jambeau. Au nom de la liberté d'expression, d'intérêts économiques, mais pas que, plusieurs milliardaires de la tech, comme Elon Musk, Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, ont apporté leur soutien à Donald Trump, ou se sont rangés derrière lui. Pour comprendre ce que cette alliance signifie, je reçois Olivier Alexandre, sociologue spécialiste de la Silicon Valley. Rendez-vous dimanche à 11h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de ce Café et des Sports, de ce rendez-vous de fin de semaine. Pour vous tous, après une semaine, il faut le dire, très animée pour ce qui était de la Ligue des Champions, bien sûr. Et c'est ce dont on va parler, les amis, aujourd'hui dans ces débats. J'imagine que ça sera la toile de fond de vos opinions et de vos commentaires, n'est-ce pas, Benjamin? Bonjour, Benjamin Moukandjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, vous renforcez toujours la team camerounaise oui, chaque semaine. Je constate qu'aujourd'hui, vu que le Real a gagné, Rémi il est arrivé à l'heure, ça me paraît quand même un peu surprenant. C'est suspect, hein. Ouais. C'est suspect. Bonjour Rémi. Ah bon, je vous disais bien que le Real, c'est comme ça gagne toujours au moment où vous dites déjà que le Real est mort. Faites très attention. Le mort-vivant finit toujours par abattre ceux qui étaient vivants. Bon, merci et bonjour Rémi Ngono. Bonjour aussi Xavier Barré. Bonjour Annie, j'espère qu'on aura de meilleurs proverbes aujourd'hui que celui-là. C'était pas un proverbe, attends. C'est le bonjour. C'est le bonjour. D'entrée pour mettre en route. Il nous habitue à mieux, l'ami Rémi. Vous devriez avoir un chapelet de proverbes français pour le défier, ça serait drôle aussi. Bonjour Frédéric Sutoba. Alors vous, les auditeurs, ils vous en offrent de temps à autre. Facebook Live, et vous savez, ils sont dans les starting blocks, et le grand jeu, c'est d'être le premier à réagir dès qu'on ouvre le Facebook Live. Il y a Liutiam qui nous dit premier à être là depuis le Sénégal, mais en fait non, il y en a deux qui sont arrivés avant lui. Famille Lili, premier, Aliou Diallo, deuxième, voilà, troisième à Liutiam. Bon, ouais, bon. On le salue quand même et on salue tous ceux qui nous suivent en direct et qui permettent à cette émission de faire le tour du monde d'une certaine façon, avant les cartons bien sûr, et grâce à tous ceux qui nous suivent donc en direct, mais il y a la radio, il y a YouTube, il y a Facebook Live et il y aura France 24 pour la soirée.
Dans les débats du jour, nous commencerons donc par un grand entraîneur. Enfin, du moins, c'est ce qu'on croyait. Mais la défaite de Manchester City à Paris est-elle la défaite de trop pour l'entraîneur des Mancuniens ? Pep Guardiola a-t-il perdu son peps, son génie, son pouvoir et son charisme sur ses joueurs ? Un club richissime qui se permet de recruter en plein hiver un buteur prometteur. Le pharaon Omar Marmouche sera-t-il le sauveur des Citizens ? Rudi Garcia, chez les Belges, l'ancien entraîneur français a été nommé à la tête des Diables Rouges ce matin. Une sacrée tâche l'attend pour redonner des couleurs à cette sélection en proie au doute. Et puis le tirage au sort de la CAN 2025, ce sera dans quelques heures à Rabat. Bien sûr, RFI y sera. Nous sommes à 11 mois du coup d'envoi de la 35e édition organisée par le Maroc. Et nous nous poserons quelques questions autour de cette compétition. À venir, il y aura bien sûr les cartons, les vôtres et les nôtres. Et puis au générique de cette émission, Alice Ménard est à la réalisation. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission et à la réalisation vidéo. Swell Kedir et Steven Esli sont là au poste. Radio Foot, le café des sports, les débats sont ouverts. And it will be 4-2. Well, the Blues have to win against Bruges. If you don't make the Champions League, how concerning would that be? We could make it. Why should think differently? Cette fois, Pep Guardiola ne s'est pas scarifié, on l'a pas vu s'auto-mutiler sur le bord du terrain, mais les expressions du visage de l'entraîneur des Citizens à la fin d'un match, il faut le dire, épique, entre le Paris Saint-Germain et Manchester City au Parc des Princes, témoignaient quand même d'une certaine hébétude, peut-on dire, et d'un homme pourtant au palmarès immense. Si loin du Pep Guardiola, le meilleur entraîneur du monde, comme on s'amuse parfois à le dire, et à provoquer Rémi, bien sûr, qui fait la grimace. Mais ça, c'était pour vous, Rémi, un petit message de début d'émission. Avec son groupe, en tout cas, il essuie de grosses tempêtes ces temps-ci. Et comme Eowyn, là, qui est en train de balayer l'Irlande et le nord de l'Angleterre à 180 km/h, eh bien, de temps en temps, il y a des gros coups de vent comme ça du côté de Manchester. Des défaites et des déroutes, que ce soit en Première Ligue, que ce soit en Ligue des Champions. Première Ligue, championnat d'Angleterre, ils ne sont que 5e. Alors, dans le championnat d'Europe, quand on cherche au classement, ben, on les trouve à la première place de relégation, c'est-à-dire qu'ils sont 25e. Ils joueront tout la semaine prochaine, eux aussi. Est-ce que Guardiola a perdu du peps, Benjamin Moukanjo ? Oui, je pense que quand un joueur est souvent en difficulté, on essaye souvent de comprendre ce qui se passe, on se demande est-ce qu'il n'a pas des problèmes personnels. Ça peut être aussi le cas pour un entraîneur. Aujourd'hui, ce qui paraît surprenant, et pourquoi je dis oui, c'est parce que quand on regarde même dans son attitude à Guardiola, on sent qu'il y a un changement. Guardiola a toujours été confiant, a toujours été un entraîneur qui inventait, qui rénovait. Mais là, même quand je regarde le match contre Paris, je ne sens pas la sérénité. Et forcément, quand vous êtes un joueur et que votre entraîneur n'est pas aussi serein, il le transfère d'une manière directe à ses joueurs. Et ça se résume par la performance de City depuis ces derniers temps. Donc automatiquement, cette équipe-là, elle ne me fait plus rêver. Honnêtement, elle ne me fait plus rêver. C'était le grand City. Je pensais qu'il y avait la possibilité de repartir. Mais quand je vois en championnat, ils sont dépassés. Peut-être même qu'ils ne vont même pas se qualifier pour la phase suivante en Ligue des Champions. Voilà, il y a du mauvais là-dedans. Est-ce qu'il y a un ressort de cassé entre l'entraîneur et ses joueurs ? On a vu, je pense tous, durant le match du Parc des Princes, Xavier, le visage de Kevin De Bruyne au cours du match, quand je crois que c'est au moment de l'égalisation des Parisiennes, un peu de détresse, de dépit aussi sur ce visage, en se disant on n'y arrive encore pas. Est-ce que c'est un groupe où le discours entre l'entraîneur et les joueurs est usé ? Je pense pas que ce soit ça. En fait, on se posait tous cette question cet automne quand on a vu cette série de mauvais résultats sans automne et hiver. Oui, alors bien sûr, il y a eu cette défaite qui a marqué les esprits au Parc des Princes, j'y étais d'ailleurs, mais ils venaient de passer 6-0 à Ipswich en championnat, donc c'est pour ça que maintenant... Enfin, Ipswich, on est d'accord, mais en championnat... Ils sont derniers du championnat d'Angleterre, promus, c'est ça ? Oui, non, mais en championnat, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas largués. Ils sont effectivement mal quand classés. Quand ils jouent à Brentford et qu'ils mènent 2-0 et qu'ils sont remontés. Une série catastrophique. Et de victoires en 11 matchs. L'explication, on l'a maintenant, en fait. Elle a été révélée par les tabloïds. C'est qu'il est en plein divorce.
Et ça a pesé énormément sur toute la vie. Vous êtes d'accord avec Benjamin? Absolument, ça a pesé énormément sur toute la vie du club, parce que Guardiola à Manchester City, depuis son arrivée en 2016, c'est le patron. Il ne faut pas oublier que le terrain lui a été préparé par Ferran Soriano, qui est le directeur administratif, et par le directeur exécutif, et par Txiki Begiristain, qui est le directeur sportif. Donc ils lui ont fait venir les joueurs qu'il voulait. Donc il a toutes les données pour gérer parfaitement ce groupe. Et il l'a fait avec cette série incroyable de titres privé d'un par Liverpool en 2020. Et donc le ressort est cassé bien entre l'entraîneur et les joueurs. C'est que la tête est fragilisé par cette situation personnelle. Donc il est moins impliqué dans parce qu'il avait un peu l'esprit ailleurs, il a été moins impliqué dans la gestion du groupe et notamment dans le recrutement. Il faut savoir que cet été, Manchester City, contrairement aux habitudes où ils prenaient toujours 3-4 joueurs, là ils ont pris que 2 joueurs. Ils ont pris Savigno qui était déjà dans la Galaxy City Football Group puisqu'il était à Gérone et il avait été à 3 avant. Et puis ils ont récupéré Ilkay Gundogan à 34 ans. Donc il n'y a pas vraiment eu de recrutement. Et à partir de ce moment-là, Pep Guardiola, avec tous les blessés, Rodri bien sûr, De Bruyne qui a été absent un moment, Stones qui revient, Ruben Dias qui doit sortir encore à la mi-temps à Paris parce qu'il est blessé, il l'a dit en conférence de presse après le match, forcément, il est pris de court. Et il est pris de court pourquoi? Parce qu'il était en fin de contrat. Donc, sa femme voulait qu'il revienne parce qu'elle vit à Barcelone. Et lui, Vous avez lu Paris Match. Non, mais c'est la réalité, il faut le dire, Annie. Il tergiversait. Moralité, les joueurs qui étaient prêts à venir à Manchester City, ils venaient pour Guardiola, mais si Guardiola restait pas, ils venaient pas. Donc, il n'y a pas eu de recrutement cet été. Il y a eu toutes ces tergiversations cet automne. Et aujourd'hui, effectivement, il y a du mou à Manchester City. Mais je ne crois pas qu'il y ait de rupture entre les joueurs et leur coach. C'est le coach qui lui-même se retrouve dans une situation personnelle compliquée. Et ça se reflète donc très sur le groupe ces temps-ci. En tout cas, vous êtes d'accord, même si l'origine peut être... Non, mais des petits messages, de nos auditeurs. Il y en a pas mal, avant peut-être d'entendre Rémi. Koramba, Guardiola a commis une erreur de prolonger son contrat. Après l'apogée, ce sera le déclin. Ousmane Baldé, c'est pas Dembélé là, nous dit le problème de Pep, c'est qu'il a des défenseurs offensifs à part Walker, donc sa défense est malade. Et puis Habib Thiam, pour peut-être ce qu'on va entendre. Allez Rémi, sors l'artillerie sur Guardiola. Alors en plus, il parle de défenseur offensif, c'est vrai quand on met Bernardo Silva en défenseur, c'est sûr que ça sera offensif. Rémi, est-ce que c'est une erreur de l'avoir prolongé, Guardiola, ou bon, c'est un club qui a gagné, si je me trompe pas, 5 championnats en 6 ans sur les 6 dernières années, qui a aussi gagné la Ligue des Champions, et finalement, bon, on va dire une année de transition pour lui, pour le groupe, avant que finalement les dirigeants du club lui donnent les moyens de recruter comme il veut. Je suis abasourdi chaque fois que j'écoute Xavier Barry. Ah bon? Je ne sais pas comment j'attrape le paludisme en plein hiver, parce que quand les gens écoutent Xavier Barry critiquer les autres entraîneurs qui perdent 3 matchs, il n'y a pas de raison extra-sportive. Maintenant, il nous sort un divorce alors que Guardiola a passé Noël avec son épouse, c'est-à-dire ce Noël. Donc avant cela, Guardiola n'était pas en forme. Donc le divorce n'arrive que maintenant. Et lui Xavier Barry, qui est dans leur ménage, témoin de leur mariage, et bien il dit maintenant que, comme vous voyez là, vraiment, Guardiola et tout. Nous tous on a souvent parfois été... Alors votre théorie, Rémi? La théorie est simple, c'est que il a perdu Guardiola, c'est un risque, un disque rayé. Pourquoi? Parce que je crois d'ailleurs que vous n'avez pas commencé à constater la dégringolade de Guardiola. Et il était justement avec Rodri. Quand il joue contre Leipzig, quand même champion d'Angleterre sortant. Contre Leipzig, ils font 1-1. Alors, les gens commencent à dire, mais c'est pas possible, il a Julian Alvarez, il a Foden qu'il avait laissé au banc. Ils ne savaient pas exactement depuis comment est-ce qu'ils pouvaient procéder à des remplacements. Et maintenant, je constate une chose, c'est que Guardiola, quand vous regardez quand même, au FC Barcelone, c'est aussi là où on voit l'effectif. Il a eu, pendant tout son séjour au FC Barcelone, c'est 11 défaites. Mais là, on est avec un entraîneur qui est à 10 défaites, c'est-à-dire qu'en début de championnat, nous sommes au milieu du championnat, il est déjà à 10 défaites. Donc, on sait ça. Et quand on voit donc maintenant
Vous parliez du football offensif. On est sur l'explication. Quelle est votre explication? L'explication est sérieuse. Bruno va nous dire que Guardiola est un entraîneur nul. On connaît le disque rayé de Rémi Ngono. Mais non, justement. Mais je pense que je vous ai écouté, Rémi. Vous dites que c'est un disque rayé, c'est-à-dire qu'il est prévisible, c'est ça? Il est prévisible. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Parce qu'il a souvent joué au football possessif, mais malheureusement, il a été battu par Enrique comme en 2016. Ah bah là, oui, mais ils ont le même style. Hein. Ah oui, parce que 39%, 36% plutôt, c'était très ridicule par rapport à Pep Guardiola, où on voyait d'ailleurs que les passes n'étaient pas précises. Et aujourd'hui, quand on essaie de regarder donc ce que Manchester City fait, ils sont incapables, lorsqu'une équipe est mal. Regardez Carlo Ancelotti dit, mon problème doit d'abord être défensif. Ouais, mais là, c'est une équipe qui était bien. Mais là, le problème, c'est que vous menez 2-0 à Nice et vous prenez 4. Contre Feyenoord, vous menez 3-0 et vous finissez par 3-3. Vous êtes avec la Juve. Vous êtes en train d'être mené 2-0 pour une équipe de Juve qui n'était que sur des nuls. Donc, pour moi, aujourd'hui, vous avez beau critiquer Guardiola, vous lui dites que faites ceci, faites cela changer, et il ne change pas parce que pour lui, vous lui dites que c'est lui le Jésus-Christ, c'est lui le connaisseur, mais malheureusement, aujourd'hui, tout le monde constate qu'il n'est pas le sauveur, comme le dit un proverbe africain, c'est l'opinion publique qui a toujours fini par crucifier. Rémi, ça fait des années qu'il domine le football. Du Café des Sports de Radio Foot savent que Rémi Ngono raconte n'importe quoi, parce que justement, Pep Guardiola, depuis qu'il est à Manchester City, justement, il a fait évoluer son équipe pour s'adapter au football anglais, et il a notamment changé, en particulier, en faisant venir Haaland, parce que c'était le chaînon manquant qu'il lui fallait pour gagner la Ligue des Champions. Et il a réussi. Donc non, il n'est pas un doctrinaire, il s'adapte, il a une conviction, et il fait évoluer son équipe selon cette conviction qui est la possession. Et mercredi soir, contrairement à ce que tu évoques, il n'a pas du tout fait jouer mauvais perdant. Il a dit, voilà, on a été battu par plus fort que nous. Luis Enrique a été plus fort. Ah, mais il reste très élégant. Hein. Et les statistiques l'ont démontré, parce qu'effectivement, au jeu de la possession, eh bien, le Paris Saint-Germain était plus fort que Manchester City. Oui. Donc il a été battu à la régulière. Il n'y a a pas de honte à ça. Il y a simplement le fait que, eh bien, que ça se répète. Non, mais on a pensé que le cycle arrive peut-être à sa fin. Ça marche toujours comme ça, les entraîneurs. Il y a eu José Mourinho année 2000. Si on va un peu plus loin, il y avait Arrigo Sacchi. José Mourinho, il n'est jamais resté plus de 2 ans et demi dans un club. Mais il est arrivé, Guardiola, il a révolutionné plein de choses, mais ça fait quand même 15 ans. Barcelone, le Bayern, City... Et on voit bien que les équipes se sont adaptées. On a même l'impression que les joueurs sont un peu fatigués de ce qu'ils leur demandent. Bon, les joueurs, je pense pas. Pour les joueurs, je pense pas qu'ils soient fatigués. Mais surtout qu'on a résumé pendant un moment en début de saison, enfin, quand ils ont commencé leur mauvaise passe, on s'est dit, il a perdu Rodri. Mais honnêtement, un grand entraîneur comme Guardiola, tu perds Rodri, qui est certes ton meilleur joueur, mais tu dois pouvoir le remplacer, pas forcément par... Vu l'effectif que tu as. On a aussi dit qu'il avait énormément de blessés. Mais c'est ça aussi, je vais dire, la classe des grands entraîneurs. C'est de pouvoir... Carlo Ancelotti, par exemple, au Real, là, je suis obligé de donner raison à Rémi. Il a eu des blessés. Il a réussi quand même à bricoler, à faire une équipe, même si c'était pas beau, même si c'était pas le football qu'on aime voir. Mais à la fin, Madrid, il gagnait quand même. Et il faut rappeler qu'en octobre, malgré l'absence de Rodri, Manchester City était en tête de la première ligue. Les gens oublient ça. Donc, on ne peut pas se cacher. Ils se sont écroulés à un certain moment. Rodri. C'est le moment pratiquement où Rodri... On l'a vu lors du match. On parle de l'absence de Rodri. Et c'est vrai que c'est un vrai handicap pour les Citizens. On comprend pourquoi elle a été Ballon d'Or. On comprend pourquoi elle a été Ballon d'Or en rebours, bien sûr. Mais là, on l'a encore vu au Parc des Princes mercredi soir. C'est Kovacic qui le récupère. Et tant que Kovacic arrive à courir partout comme il l'a fait, Manchester City tient. Et puis quand Kovacic n'a plus de jus, il s'effondre, et ben c'est fini. Et là, Manchester City prend 4 buts. Même dans ce qu'ils étaient forts, Xavier, même dans ce qu'ils étaient forts, c'était la possession du bal. Tu l'as vu contre Paris? Non, mais ils ont été battus, il n'y a pas de souci. Ils ont été battus à tous les niveaux. Mais c'est une des premières fois où on les voit se faire balader comme ça. Ça leur est arrivé. Tous les niveaux. C'est pas la première fois. Arrivé 2 fois. 2016, de laisser justement contre Paris toujours. Non, contre Luis Enrique avait eu, oui, contre le Barça de Luis Enrique. Le Barça de Luis Enrique. Ils avaient eu 34%. Donc, finalement, c'était sa tactique peut-être. Et ça leur est arrivé la saison dernière contre le Aston Villa de Unai Emery, à peu près dans les mêmes
fameux zoo où effectivement ils ont été battus il y a par des le moments collectif. où ils ont une baisse de Ça régime, peut mais arriver. là, c'est l'enchaînement des Ouais. contre-performances qui effectivement est inquiétant. Benjamin, est-ce que l'arrivée d'un pharaon, alors lui, il s'appelle Omar Marmouche, hein, c'est pas Salah qui change de club, soyons clairs. Lui vient d'Allemagne. Est-ce que Omar Marmouche, qui vient d'être recruté pour très cher, 70-80 millions, hein, ils l'ont acheté pas à encore très clair, Francfort, à Francfort, où il brille pour l'instant, où c'est un bon buteur. Est-ce que lui, alors qu'on a déjà Haaland devant, est-ce qu'il est vu comme ou considéré ou pourra être mis en place comme étant le sauveur de ce City? Non. Parce qu'il va falloir qu'il s'habitue à la manière de jouer. Il va mettre Haaland sur le banc, non, même pas, parce que Marmouche, il peut même jouer sur un côté, hein, il peut jouer à gauche, il peut jouer tous les deux devant. Mais quand on voit les difficultés des City aujourd'hui, ce n'est pas son arrivée qui va changer quelque chose. Et il peut le mettre parce que ce n'est arrière-droit, pas... hein, il a déjà tenté des trucs. Oui, parce qu'il y a Walker qui va probablement partir en plus. Donc, le problème des City aujourd'hui ne se résume pas sur le plan offensif. C'est un problème qui est beaucoup plus profond. D'où ma question, parce qu'on est un peu surpris. Il était peut-être temps pour lui de passer le cap. Je pense que pour Marmouche en lui-même, Marmouche, je comprends ses raisons. C'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose de signer à City. Bon, on le parle aussi quand même parce qu'il y a une décision qui va peut-être arriver. Donc, ils ont aussi peut-être anticipé la décision qui va arriver probablement dans quelques mois ou dans quelques jours, de le faire venir maintenant cet été. Avant le procès et une possible interdiction de recrutement. Interdit de recrutement. Je ne suis pas d'accord avec toi. Plusieurs mois. Tu viens de dire tout de suite que ce n'est pas un problème offensif. Il y a un problème offensif. Il y a un problème. Je te prends juste des statistiques. Vous avez un joueur comme Grealish qui a été recruté à 117 millions d'euros. Or, de 2021 à 2025, c'est combien de buts? C'est 4 buts par saison. Oui, alors que le deuxième meilleur buteur... Quel but, Rémi? Il fait partie de la victoire en Ligue des Champions. Je vais avec toi sur ton terrain. Est-ce que tu connais qui est le deuxième meilleur buteur de Manchester après Haaland? C'est pas De Bruyne. C'est Guardiola. Donc, imagine. Ah, tu parles de cette saison? Oui, c'est Guardiola. Oui. Il ne marque pas. Oui. Donc, pourquoi? Parce que Pep Guardiola a laissé partir quelqu'un comme Julian Alvarez. Oui, je vais bien, Marmouche. Rémi, je vais te répondre. Et quand tu prends celui-ci, oui, certes, il est en train de briller quelque part avec peut-être 20 buts, 14 passes décisives. Oui. Mais la réalité est que lorsque vous regardez même dans l'équipe d'Égypte, 35 sélections, ça fait seulement 6 buts. Donc, ce n'est pas un tueur, ce n'est pas un buteur. Je suis d'accord, mais quand je dis... Donc, laissez Julian Alvarez partir et vous recrutez derrière un joueur pour 80 millions à 25 ans qui n'a pas fait beaucoup de choses. Eh bien, c'est exactement ce qu'on dit. Le con enlève le toit de son église pour aller mettre sur la chapelle. On est d'accord, parce que même moi, sur le fait qu'Alvarez soit parti, je trouvais que c'était un mauvais choix de l'avoir laissé partir. Mais Daniel a posé... La question d'Annie était de savoir, est-ce que le problème aujourd'hui de City se résume sur le plan offensif avec l'arrivée de Marmouche? J'ai dit non, parce que ce n'est pas que ça le problème de City aujourd'hui. Tu peux ramener n'importe quel attaquant, si tes milieux de terrain ne sont pas capables de te donner un ballon, de te mettre dans de bonnes conditions, si défensivement, tu n'es pas solide, mais forcément, les matchs, tu les perdras. Tu parlais des attaquants de Greenwich qui n'a pas marqué. On en parle aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il travaille sur mauvaise passe. Mais il est là depuis 4 ans. L'année dernière, ils ont été champions. L'année d'avant, ils ont été champions. On n'en parlait pas. Parce que derrière, ça fonctionnait. Mais bien sûr. Mais dès lors où ça ne fonctionne plus, on commence à mettre tout le monde en cause. Greenwich, il ne marque pas assez. Frédéric, les téléspectateurs, ils sont assez inquiets pour Marmouche, quand même. Il y a un petit message qui résume tout. La Moses Baka. Marmouche vient de quitter le paradis, Francfort. Mais il y a 2 fois meilleur joueur. Regardez Doku. Ça se refuse pas. Regardez Doku. On a été surpris quand il a été pris à Rennes, où c'était un très bon joueur, mais pas un superstar. Mais depuis qu'il arrive à Manchester City, c'est un excellent joueur. Il a progressé. Il a juste été blessé, malheureusement. Oui, ça a un peu contrarié ses progrès, mais c'est quand même un garçon qui, sous la coupe de Pep Guardiola, a énormément progressé. Et on était un peu surpris de son recrutement. Combien de buts donc, finalement? Les joueurs, quand ils sont choisis par Guardiola, c'est parce qu'ils ont un profil de jeu très particulier, qui sait qu'ils vont pouvoir s'intégrer à son système de jeu. Parfois, ça prend un peu de temps, mais ça marche. Alors, effectivement, Grealish,
qui est connu pour être un fêtard. Bon, bah maintenant, il a 29 ans, bientôt 30. Bah, probablement que s'il fait un peu trop de fêtes, il récupère moins bien à 30 ans qu'à 25. C'est le Paul Gascoigne des temps modernes. Ça, c'est une évidence. Bon, pareil pour Kyle Walker, d'ailleurs. Kyle Walker s'en va parce que, bon, aussi, c'est un gros fêtard et à 34 ans, maintenant, il récupère moins bien et il court moins vite. Alors, donc, Guardiola est tellement exigeant que, effectivement, ces joueurs, il faut toujours qu'ils soient au top. aussi parti, hein. Top ici. Donc, pour des raisons différentes. Résumons, c'est Pep Guardiola qui a perdu peut-être quelque chose, mais son effectif aussi. Donc tout le monde est coupable. On est d'accord là-dessus. Et on sera très intéressé par le match du week-end en Première Ligue, puisque demain soir, ce Manchester City un peu fatigué et un peu brinque-ballant recevra Chelsea. Chelsea très net prétendant au titre de champion d'Angleterre. En tout cas, ils essayent. Tu auras eu toute la semaine pour préparer ce rendez-vous. Et oui, ça arrive à certaines équipes de se reposer. On continue dans le Café des Sports. C'est un Français qui va entraîner les joueurs de football de l'équipe nationale belge. Nu onze bondscoach van de Rode Duivels, Rudy Garcia, aan jullie te kunnen voorstellen. En football, Rudy Garcia devient le nouveau sélectionneur de la Belgique. Un Français sélectionneur des Belges. Alors Rudy Garcia a été nommé ce matin par la fédération et présenté quelques heures à peine après à la presse à Tubize. C'est le centre d'entraînement des Diables Rouges. Et pour ceux qui nous regardent, il y a quelques images de ce Rudy Garcia qui a prononcé ses premiers mots et s'est présenté à tout le monde. Il a 60 ans. Il a été, vous vous en souvenez, l'entraîneur de Lille. Il a été aussi l'entraîneur de Marseille, de Lyon, de la Roma. Et là, il assurera la relève après le licenciement ces derniers jours. Il y a tout juste une semaine d'ailleurs, de Domenico Tedesco, qui était, si je ne me trompe pas, Xavier, italo-allemand. C'est ça, un Allemand d'origine italienne. Alors, licencié pour mauvais résultats, parce que cette équipe, on s'en souvient tous, nous, en 2018, ils sont sur notre route en demi-finale à Moscou. Ils sont donc demi-finalistes d'une Coupe du Monde, et puis depuis, ils ont peu à peu disparu, ils ont été éliminés au premier tour au Qatar, à l'Euro aussi, assez vite éliminés en 8e, et puis, à la Ligue des Nations, ils se cherchent encore. Alors, beaucoup de défis pour Rudy Garcia, mais Xavier, est-ce que ça vous a surpris ce choix? Et alors, nos amis de SoFoot, qui ne sont jamais avares de plaisanteries, ironisent en disant « La France ne laissera donc jamais de répit à la Belgique ». On est leur bête noire sur un terrain, alors maintenant on aura un Français sur le banc. Moi je trouve que ils sont taquins, mais c'est intéressant cette nomination de Rudy Garcia, parce que c'est un entraîneur qui en France a eu des résultats, et même en Italie, même si à la Roma ça s'est pas très bien terminé, les 2 premières saisons étaient intéressantes. Ça s'est jamais trop bien terminé. Vous avez énuméré ces clubs, mais avec Lille il est champion, la Roma 2 fois deuxième, l'OM en finale de la Ligue Europa et Lyon en demi-finale de la Champions League. En ayant battu Manchester City. En ayant battu Manchester City, exactement. Bon, c'était l'année du Covid, donc c'était un peu particulier, mais quand même il avait réussi des sacrées performances. Ouais. Donc moi je pense que c'est un très bon entraîneur. Mais jamais sélectionneur. Mais il n'avait jamais été sélectionneur. Non. Et là, en Belgique, en plus, il a quand même été à Lille pendant de nombreuses années. Il a eu Eden Hazard dans son effectif. Donc, il connaît forcément la mentalité belge, qui n'est pas très différente de la mentalité des gens du nord de la France. Donc, je trouve que c'est très intéressant d'avoir choisi Rudy Garcia. Il y avait un autre Français, d'ailleurs, qui était souvent cité, c'était Thierry Henry, qui a été adjoint de Roberto Martinez. Moi, je m'attendais plus à Thierry Henry. Oui, on s'attendait un peu tous à ça. Mais je pense que Rudy Garcia, c'est vraiment intéressant parce que c'est un entraîneur d'expérience qui va apporter de la sérénité. Et puis, surtout, partout où il est passé, il a toujours eu des résultats. Après, on a toujours le sentiment que c'est 2 métiers différents, entraîneur et sélectionneur. Parce qu'un entraîneur, tu as le temps de mettre ton équipe en place, de mettre tes idées en place. Sélectionneur, c'est totalement différent parce que les joueurs, tu les as combien de fois dans l'année? De moins en moins longtemps. Donc c'est moins longtemps, il faut tout de suite aller chercher les résultats. Alors qu'entraîneur, tu peux avoir la possibilité d'avoir un peu plus de temps, de te préparer. Là, il va falloir qu'il frappe fort d'entrée parce que c'est là où on l'attend aussi, Rudy Garcia. Avec une équipe belge qui n'a jamais rien gagné, il y a une génération dorée qui sont passés à côté. Maintenant, il y a un changement. Il va falloir démarcher, aller trouver des joueurs. Il a le groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Il n'y a que le Pays de Galles. Sinon, c'est le Kazakhstan. Oui, mais souvent, c'est qualifié. C'est en compétition qu'on les attend. Et puis, là, il va y avoir le quart de finale, les nouveaux quarts de finale, barrage de la Ligue des Nations, puisqu'ils ont terminé 3e du groupe de la France. Mais franchement... Rémi, il a quand même un bon effectif quand même, Rudy Garcia, et ça va être à lui aussi d'être assez fin, parce qu'on se souvient de la brouille entre Thibaut Courtois
Vous le connaissez bien, meilleur gardien du monde. Il a déjà dit qu'il lui avait parlé, je crois. Il va le faire revenir, Thibaut Courtois. Certainement, parce que c'était une brouille avec Tedesco, mais c'était pas au sujet de son niveau, c'était au sujet d'une brouille personnelle. Et entré au 100e match de Thibaut Courtois, pour être précise. Kevin De Bruyne, lui aussi, faisait semblant de plus venir. Il a 33 ans, mais ça reste un bon joueur. Romelu Lukaku. Puis il y en a d'autres. On citait Doku. Il y a quand même beaucoup de joueurs. Il y a de quoi faire pour relever le défi, selon vous, ou pas? Il y a de quoi faire, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il apporte de la sérénité. Je crois qu'il a toujours eu ce problème-là, et même vous avez pu constater. Mais c'est un meneur d'hommes quand même, Rémi, non? Non, c'est pas un meneur d'hommes. Pourquoi est-ce que c'est pas la Roma? Non. C'est souvent avec les dirigeants qu'il a des problèmes, pas avec les vestiaires. Non, il avait eu des problèmes avec Osimhen. Ça s'est très mal passé avec lui, donc justement. Et puis, même à Lyon, ça s'est mal passé avec, bien évidemment, Juninho. À Marseille, même si on parle des demi-finales, ça n'a pas été un grand succès. Moi, je crois que peut-être le meilleur passage de Rudi Garcia, c'était avec Lille, là où il fait le doublé. Parce que depuis là, moi, je ne vois pas grand-chose. Il est allé, justement, là où il y a aussi une star, comme Cristiano Ronaldo, à Al Nasser. Il n'a pas tenu. De l'autre côté, à Naples, ça fait 152 jours. Et finalement, il a été viré parce qu'on disait que non, il veut apporter des idées qui sont... Et là, il se retrouve avec une équipe de Belgique où justement vous parlez des individualités. Parce que un gars comme Kevin De Bruyne, il tient même tête à Pep Guardiola. On voit comment il boude là-bas. Vous voyez par exemple Lukaku qui est vraiment une tête dure à cuire. Et après, par la suite, vous avez quand même les Doku qui sont en train de venir. Donc c'est pour ça que je dis que lorsqu'il va aussi apporter ses idées, malheureusement, bon, c'est vrai que l'équipe de Belgique aujourd'hui, c'est un ensemble d'individualités, mais il n'y a pas toujours quelqu'un pour mettre véritablement ces gars-là en rang pour qu'ils puissent faire quelque chose. Et il y a un proverbe africain qui dit que des brebis sans berger ne forment pas un troupeau. Des réactions, Ibrahim Ngom, petit message. Garcia signe le contrat. L'échec à venir des Belges, problème mental pour les Belges, il nous dit. Family Shop, c'est son pseudo. Rudy Garcia ne devrait pas se jeter dans la gueule du loup belge. Et puis Omzo Mount, et ça c'est pas complètement faux, ce Rudy Garcia doit avoir un sacré marabout. Il arrive toujours à trouver une bonne équipe pour se placer. Ça c'est vrai. Là, j'ai trouvé ça. Vous vous souvenez, on a dit que quand il était arrivé à Lyon, il avait réussi à convaincre Jean-Michel Aulas au dernier moment. Ils ont dit que dans les entretiens, entre Sénégalais, Togolais, Camerounais, il arrive avec des présentations. Bon, en tout cas, il est convaincant. Ouais, très, très convaincant. Il a toujours bien préparé ses entretiens. Prochain match, en tout cas, ce sera en Ligue des Nations pour les Diables Rouges, la Belgique, et ce sera face à l'Ukraine. On continue. Le compte à rebours a donc déjà commencé pour ce qui est du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, celle de 2025, la 35e édition qui sera organisée au Maroc. RFI sera présent du côté de Rabat pour suivre cet événement. Olivier Pron pour la rédaction, vous l'entendrez lundi dans l'édition de Radio Foot, et puis Ndia Sessam pour ce qui est du web. Alors ceci, même si les dates de l'événement ont été repoussées, et oui, ça devait être cet été, la CAN, et finalement ce sera à partir du 21 décembre. D'ailleurs, ça va du 21 décembre au 18 janvier. Ouais. Il y aura donc Noël au milieu. Non, et il y aura donc pas Noël. Alors, vous fêterez pas Noël, mais il y aura surtout un Boxing Day. Alors, Rémi, on se souvient que c'est au Maroc, en 2017, qu'avait été décidé que finalement la CAN, ça serait l'été. Comme ça simplifie tout pour ce qui est du calendrier et tout. Depuis, une fois, en Égypte, en 2019, et ça s'est jamais reproduit. À chaque fois, on la remet en hiver. Est-ce que vous trouvez que c'est un problème, et notamment pour les joueurs? Je parle du Boxing Day, on peut penser à André Onana, on peut penser à Mbeumo, et tous les autres joueurs africains qui sont dans le championnat anglais, alors qu'on sait que le Boxing Day est un moment très important. En effet, les compétitions africaines sous Motsepe sont devenues des compétitions vagabondes, donc sans résidence fixe. Oh, même du temps de notre ami Ahmad. Mais on peut dire que c'est une succession des mêmes pouvoirs, hommes. Voilà. Même influence. Donc, et puis,
je crois aussi qu'on a souvent évoqué les problèmes climatiques. Par exemple, ça a été déplacé souvent parce qu'on disait que la pluviométrie faisait défaut et c'est pour cela qu'on mettait ça. Voilà, donc, mais là, il va faire... Très froid au Maroc. Voilà, donc... mais je crois quand même que le Boxing Day ne devrait pas rentrer en compétition dans la mesure où on voit quand même combien de joueurs... Ce ne sont pas des journées FIFA, Rémi. Oui, mais ce ne sont pas des journées FIFA, mais en même temps aussi la Confédération africaine voudrait s'imposer et imposer aussi son autonomie. Même si le Boxing Day aujourd'hui, quand on voit le nombre de joueurs qui y évoluent, certes il y a les Mbemo, certes... Il y en a pas mal. Hein. Oui, certes, il y a les Mohamed Salah, mais comment est-ce qu'ils feront? Donc, c'est pour ça que je dis que ces joueurs aussi ont appris à souvent dire à leur club qu'ils veulent absolument redonner une sorte de valeur à la CAN. Donc, je vois comment est-ce que ça va se passer, mais toujours est-il que cette CAN qui va se jouer au Maroc, j'espère qu'elle sera vraiment très très belle parce que si les stars sont retenues par des clubs, alors là, on va se retrouver avec en train de jouer à l'Ochan. Ah oui, c'est ça. Le Chan qui lui aussi a été déplacé. Ils n'ont pas le droit, les clubs. Ça m'étonnerait. Non, ils n'ont pas le droit. Les clubs n'auront pas le droit, vu que c'est officiel. Ils n'auront pas le droit de retenir les joueurs. Après, c'est vrai que, moi, je l'ai toujours dit, pour ne pas mettre les clubs en difficulté. l'avait déjà fait la dernière fois, Benjamin, vous vous souvenez? Il joue son match avec Manchester dans la nuit. Il prend un jet privé pour arriver. Il était arrivé un peu après tout le monde lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Bon, il y a toujours des accords, même si moi, ouvertement, je trouvais que c'est ridicule parce que quand on est convoqué en sélection, on doit privilégier sa sélection, on doit privilégier son pays. Après, mais Manchester United n'allant pas très bien. Ça reste mon avis. Mais je pense que l'idéal, c'est quand on avait décidé de la mettre en été au mois de juin, je trouvais que ça arrangeait tout le monde. Ça arrangeait les clubs aussi, et puis ça mettait pas les joueurs dans une forme de difficulté vis-à-vis de leur club, parce que le club reste son employeur. Et puis, comme Rémi disait, pour des raisons X ou Y, climatiques ou pas climatiques, parce que là, pourquoi on l'a décalé au mois de décembre, je pense pas que ce soit forcément des raisons climatiques. On sait tous pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y avait la Coupe du Monde des clubs, voilà, on peut le dire. Faut ménager la FIFA. Voilà, donc quelque part, je trouve que c'est toujours l'Afrique qui en pâtit un peu de ce calendrier-là, et je trouve que c'est vraiment dommage. Mais maintenant... les clubs ne vont pas retenir les joueurs qui ont envie de venir jouer une Coupe d'Afrique, et on espère qu'ils viendront tous. Au niveau du favoritisme, parce que on a 17 des 24 équipes qualifiées qui étaient à la dernière CAN. Évidemment, le tenant du titre sera là. La Côte d'Ivoire, ils sont 6e, donc ils devraient être dans le chapeau 1, comme un peu tous les grands favoris. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand on regarde les statistiques, Rémi, parce que je les regarde aussi parfois, pratiquement, je crois que 6 des 7 derniers vainqueurs étaient différents, c'est-à-dire que c'est des titres, on n'arrive pas à conserver ce titre. Gagner à la maison, c'est aussi très, très compliqué. Est-ce que malgré tout, pour vous, le Maroc est favori ? Bah oui, le Maroc est favori, comme la Côte d'Ivoire l'a été, et puis la Côte d'Ivoire a réussi à gagner, même si c'est passé par le trou d'une souris, mais à la fin, la Côte d'Ivoire a gagné. Aujourd'hui, au-delà du fait que le Maroc joue à domicile, ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Afrique, c'est du côté de Maroc. Soyons honnêtes, disons-le ouvertement. C'est l'équipe. Alors les infrastructures. C'est l'équipe la mieux classée. C'est l'équipe qui produit le mieux. Il y a eu cette demi-finale de Coupe du Monde quand même. Oui. Les premiers à atteindre ce niveau. Oui, je suis d'accord, mais attention, parce que moi, je mets toujours des réserves. J'ai dit toujours que ce qu'on fait à l'international, c'est-à-dire sur le plan de la Coupe du Monde notamment, et quand on revient jouer en Afrique, c'est totalement différent. On l'a vu en Côte d'Ivoire, le Maroc était attendu, le Maroc a déçu, parce qu'on s'attendait à ce que le Maroc aille jusqu'au bout. Mais parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Vous êtes l'équipe à abattre, vous jouez contre des adversaires qui vont rien lâcher. Et encore, c'est ce qui va se passer au mois de décembre. Il faut rappeler d'ailleurs que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qu'ont organisé les Marocains en 1988, ils étaient aussi considérés comme favoris et puis ils n'avaient pas été jusqu'au bout. C'est le Cameroun qui l'avait emporté. Donc c'est effectivement une pression supplémentaire, même s'ils sont très forts. Alors ils ont quand même fait des très bonnes éliminatoires, 100% de réussite, et le meilleur buteur de ces éliminatoires, c'est Brahim Diaz. Oui. Donc il y a une stabilité aussi au Maroc. Ils ont joué tous les matchs à domicile. Oui. Ça compte aussi. On a des belles installations, les gars en valeur, n'est-ce pas, en hébergeant ceux qui n'ont pas de stade. En éliminatoire de la Coupe du Monde qui ont lieu en parallèle, ils sont à 9 points sur 12 possibles, donc ils ont presque fait le plein aussi. Non, c'est
clairement un des favoris. Maintenant, le fait d'être à domicile, et on l'a vu avec la Côte d'Ivoire, les chapeaux ont été très bien faits par la CAF. Ils n'ont pas pris de risque cette fois-ci. Ils ont pris le classement mondial et ils ont mis dans le premier chapeau les 6 premiers, donc Maroc, Sénégal, Égypte, Algérie, Côte d'Ivoire et Nigeria. Bon, mais alors qui vous verriez comme autre concurrent? Moi, je suis toujours curieux de voir comment va évoluer cette République démocratique du Congo, les Léopards, qui ont été très bons lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et qui donnent du fil à retordre au Sénégal dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et c'est eux aussi qui ont misé sur la stabilité. Enfin, pour l'instant, ils ont il a annoncé la couleur, Sébastien de Sabre. Ils iront pour gagner. D'une canne à l'autre, en tout cas, ils auront gardé le même sélectionneur. Il y a eu 8 sélections sur les 24 qui ont le même sélectionneur pour cette prochaine canne que la dernière. Et ça, je trouve ça formidable. Non, mais attendez, c'est rare, un tiers des sélections qualifiées pour cette Coupe d'Afrique des Nations ont le même sélectionneur qu'en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, bien sûr, avec Emers Faye qui était arrivé en cours de route. Donc Sébastien de Sabre avec les Léopards, Walid Regragui avec le Maroc, Abraham Grant avec la Zambie, Hugo Broos avec l'Afrique du Sud, Pep Guardiola avec... Ah non, pardon. Pedro Gonçalves avec l'Angola, Chiquinho avec le Mozambique et puis Juan Micha avec la Guinée équatoriale. Donc vous avez quand même une certaine stabilité qui prouve qu'aujourd'hui, un certain nombre de sélectionneurs peuvent travailler dans la continuité. Et moi, je trouve ça vachement intéressant pour le développement du football africain. Un petit tour par le Facebook Live. Allez. Et vous avez réveillé tous les supporters africains. Là, il y a du monde. Oudou Gandoso, la CAN sera une vraie bataille de lions entre ceux de l'Atlas et les lions indomptables, sans oublier les lions de la Teranga. Oui, la CAN en janvier ou en juin, Robson de Souza, la meilleure option pour la CAN, on le sait, c'est de jouer en janvier. Julien Benga, la CAF, Confédération africaine de foot, doit changer sa façon de faire. Rémi, alors je vous donne 40 secondes pour me dire quelles sont les forces des lions actuels. Les lions indomptables. Oui, bien sûr. La première force des lions, c'est qu'ils ne sont pas attendus, ils sont au chapeau 2. Oui, alors à chaque fois on dit ça. Au chapeau 2. Ils ont toujours Vincent Aboubakar, oui. Et vous savez que c'est comme ça que les Moukandjo nous avaient surpris avec un attaquant qu'on appelait Ndip Kamba. Il me dit toujours quand on dit Kamba, pourquoi tu le c'est un gars qui boxait et tout. Ils ont surpris. Or là, nous avons une équipe justement où vous avez actuellement l'un des meilleurs joueurs d'Angleterre qui s'appelle Mbeumo. Sans pour autant oublier que quelque chose manque au milieu de terrain. C'est-à-dire aujourd'hui, Carlos Baleba, qui avec Zambangisa, ça fait quelque chose de merveilleux. Il y a un proverbe africain qui dit allez réchauffer le lion que vous croyez gelé, il finira par vous manger. Pour vous griffer, ça c'est sûr. Pas mal. Merci Rémi d'avoir été bref, mais voilà les chances aussi des lions indomptables. Évidemment, on ne pouvait pas, messieurs, ignorer quand même, on parlait lions de l'Atlas, c'est vrai qu'ils ont un beau... Allez, on y va, on va vers cette séquence carton. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et on commence avec vos cartons, ceux que vous nous envoyez chaque semaine et qui ont été sélectionnés aujourd'hui encore par David Finzel. Salut RFI, moi c'est parti depuis la ville de Cologne en Allemagne. Je donne un carton vert aux Parisiens pour leur formidable victoire d'hier 4-2 contre Manchester City. Après le deuxième but de City, les supporters de Paris pensaient qu'il fallait y aller au lit, pensant que la rencontre était pliée. Oui, donc c'est une très belle victoire et 4-2 pour les Parisiens. Ciao. Bonsoir tout le monde, bonsoir les cafés des sports, et c'est moi François Makoro, moi depuis Guinée-Conakry, et mon carton il est vert pour mon équipe, le FC Barcelone, qui a fait une remontada presque impossible à la dernière minute. Bonjour Radio Foot International, bonjour Madame Ali, à toute l'équipe, moi c'est Georges, je t'appelle de Londres, des Emirates, et c'est tout juste pour donner carton vert à l'équipe nationale, malgré que le premier mi-temps c'était pas tellement bien, le deuxième mi-temps ça s'est amélioré, on est à 3-0 contre Dynamo Zagreb. Et merci et puis bonne émission. Coucou spécial à la team Café des Sports, moi c'est Fafali depuis Lomé au Togo. Mon carton est de couleur vert et va à Vinicius Junior qui vient d'atteindre un cap impressionnant de son but avec le Real Madrid. Félicitations pour cette performance extraordinaire, c'est le Real qui gagne plus. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Bekaiba, je vous suis depuis le Sénégal. J'aimerais aujourd'hui adresser un carton vert à Luis Enrique. Je pense que vraiment il est en train de bâtir au Paris Saint-Germain un travail colossal qui, en tout cas à mon avis, donne à croire que ce n'est pas
par de l'argent ou bien par des eaux de renom qu'on parvient à bâtir une équipe et de parvenir à réussir ses objectifs. Bonsoir Patrick des Sports, c'est de la part de Valérie Mpala et grâce au Pipi depuis Kinshasa. Notre carton est vert pour Kylian Mbappé, équipe nationale, meilleur buteur, toujours présent. Vamos, à la Madrid! À la Madrid! Bonjour Radio Foot International, c'est Espoir Monimi depuis Lubumbashi, en République démocratique du Congo. J'adresse un carton vert à Rafinha Belloli de FC Barcelone pour sa prestation tellement immense hier contre le Benfica. Bonsoir à tous les chroniqueurs de cette émission qui me tient à cœur sur RFI France 24. Je suis Diallo Alpha Arabia de la Guinée à Dakar. En ce vendredi, mon carton est tout simplement rouge, destiné à ces messieurs, l'arbitre entre le Benfica de Lisbonne et le FC Barcelone. Si nous sommes unanimes que le football commence par la tête et continue par lequel et finit par le pied, ça veut dire tout simplement que ce monsieur a donné une fameuse remontada au FC Barcelone à la deuxième mi-temps. Madame Foot, gros bisous à vous. Messieurs Xavier Barré, il faut être objectif. Ils ont donné une remontada. Kélian, je suis de Paris et aujourd'hui mon carton je le mets à Luis Enrique, il sera rouge pour le départ de Randal Kolo Muani. J'aurais préféré qu'il ait plus de temps de jeu et plus de confiance. Je pense que c'est ce qui fait qu'il n'a pas réussi à s'imposer au club. Bonjour le Café des Sports, c'est Tefaya Panané depuis Aix-en-Provence en France. Je donne un carton vert à l'UEFA pour nous avoir proposé cette nouvelle formule des Ligues des Champions car on constate que jusqu'à la 8e journée, il y aura encore du suspense alors qu'avec l'ancienne formule, dès la 4e journée, il y avait presque plus d'enjeux carton vert. Hello Radio Foot International, moi c'est Cité du Bombardé pour Brazzaville. J'aimerais attribuer un carton vert à Ousmane Dembélé qui nous a montré de quoi il est capable depuis le départ de Mbappé, Neymar, Messi. Il a montré le super Dembélé qu'il est. Donc je donne un carton vert à Dembélé. Comme dit un proverbe africain, lorsque le chef du village n'est pas présent, c'est le courageux qui prend le rêne. Dembélé a pris le rêne. Merci et bonne émission à vous, à Negasné, à Rémi Ngono, à Xavier Barré et à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous suivre et merci d'être fidèles au poste, je dirais. Et on aime toujours autant vos cartons. Surtout qu'il y en avait plus pour le Barça que pour le Real. Oui, mais il y en a qui vous taclez quand même, hein, Xavier. Vous en sortez pas si bien que ça quand même. Hein. On a tous noté. Hein. Ils préfèrent toujours les cartons que les trophées. Benjamin Moukandjo, quelle est la couleur de votre carton aujourd'hui? Mon carton, il est vert. Il est vert et il est pour José Mourinho. À la fin du match hier, je ne sais pas si vous avez vu le message qu'il a envoyé à Piessage. J'ai trouvé ça magnifique, intéressant. Et il le dit, Mourinho, il y a beaucoup de propriétaires, de présidents de clubs qui aujourd'hui ne comprennent pas c'est quoi le foot. Une bonne équipe, c'est forcément un bon entraîneur. Non. Voilà. Mais il l'a pas reconnu sur le banc quand même. Il a d'abord salué le kiné avant de le reconnaître. Et ça, c'était drôle. Rémi, quelle couleur? Vert. Vert à Fabrice Ndoa, notre champion d'Afrique 2017, qui a réalisé un match extraordinaire face à l'Ajax Amsterdam, avec pratiquement 7 arrêts décisifs et il a donné la victoire à son club. C'est quoi ce club, Rémi? Riga. Voilà. En Lettonie, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que malgré ses performances, il n'est pas appelé, récompensé en équipe nationale, lui qui s'est sacrifié pour le Cameroun. Bien au contraire, il est dénigré même par le sélectionneur qui trouve qu'il préfère aller prendre un gardien remplaçant à Lupopo, à Mokolo, à Tototo, mais partout. Bon, comme le dit un proverbe africain, il ne sert à rien de donner un miroir à un aveugle. En tout cas, il a fait 5 arrêts, hein, c'est ça Rémi, il a remporté 100% de ses duels aériens, c'est le RFS Riga. Comme ça, on s'en souviendra, parce que le club qui a aussi battu Nice, on avait du mal à le situer sur une carte. Xavier Barré, la couleur de votre carton? Rouge, parce que c'est la couleur d'RFI, ça va. Oui, il y a eu tellement de raisons de se réjouir cette semaine qu'il faut bien être un peu énervé aussi par un truc. Ah, vous savez, la dernière des dirigeants du football français, ils n'arrivent pas à vendre les droits télé de la Ligue 1 à 1 milliard comme ils l'avaient promis. Les droits de la Coupe de France ont baissé. De l'équipe de France, ça se maintient péniblement. Et bien là, ils ont décidé de ressusciter la Coupe de la Ligue. Ah oui, on travaille à recréer la Coupe de la Ligue alors qu'on a réduit la Ligue 1. Il n'y a pas assez de matchs dans la semaine. Donc c'est n'importe quoi, il n'y a aucune cohérence. Vient à point qui s'est
Vient ta point qui sait partir, vient ta temps qui sait partir à point. Et là, vraiment, ils sont en retard. Comme le dit français qui bagarre avec la langue française. Alors là, on s'est perdu dans votre proverbe. Excusez-moi, Xavier. Viens ta point qui parle, c'est qui peut revenir, qui pointe ta pointe. Moi, un carton vert pour un défenseur ivoirien. Wilfried Singo, merci à lui. Monaco qui bat Aston Villa 1-0. Il s'est arraché sur un corner. Deuxième ballon pour aller mettre le but 1-0. Monaco qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Et puis carton vert aussi parce qu'on lui souhaite bonne chance. Il est dans l'équipe type de l'UEFA. Équipe type de l'UEFA, donc double carton vert et triple carton vert. On est avec lui parce qu'il s'est blessé pendant ce match. Ouais. Et là, il en a pour 3 à 5 semaines. Blessé aux ischio-jambiers. Exactement. On sait que ça peut durer très longtemps. Mais en tout cas, bravo. Il s'est sacrifié. Non, complètement. Ça, c'est un joueur qui vous le dit. Il n'avait pas joué les matchs précédents. Il était déjà diminué. Là, ils l'ont mis. Il a marqué. Exactement. Il a sauvé Monaco, leur campagne européenne, et c'est vrai que cette équipe en dents de scie, c'est des fois compliqué. Le carton de Radio Foot c'est un carton vert et il va à Victor Wembanyama, que l'on appelle aussi Wemby. Alors c'est la star de la NBA, le basketteur aux États-Unis. Il joue aussi pour les Spurs. Ils sont en tournée en France en ce moment. Il a su faire des jongles au Parc des Princes à la mi-temps du match PSG Manchester City. Mais surtout, nous à Radio Foot, on le connaît. Et pourquoi ? Parce que il a été gardien de but dans la banlieue parisienne. Oui. D'où sa technique. Hein. Oui, exactement. Et il adorait le foot. Mais alors, vous voyez la photo là. Il y a un des fils de Swell Keter, notre réalisateur, qui est là dans le groupe. Et lui, il était gardien. Je crois que vu sa taille, il l'avait tout de suite mis dans les cages. En tout cas, tout cela, en plus, nous a signalé notre Victor à nous, Victor Missistrano, qui est dans les pas de ce Victor. Il y avait le Ballon d'Or qui était dans les gradins. Et donc, il y avait du bon monde, des joueurs du Barça. Et il est allé voir le match de basket. Il a regardé le match de son équipe et après il a vu le match de basket. Ça a dû le rasséréner un petit peu. Et on arrive tout doucement à la fin de ce Café des Sports hebdomadaire. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là, d'avoir été ponctuels et de nous avoir amusés. Rendez-vous lundi pour ce tirage au sort avec 2 émissions dans Radio Foot International. Nous, on vous dit bon week-end et à la semaine prochaine. Pourquoi RFI publie-t-elle les témoignages d'Africains envoyés sur le front ukrainien pour combattre du côté de la Russie ? Violation des droits humains, guerre des récits, l'histoire de ces hommes vous a beaucoup fait réagir. Écoutez Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval. Tout à l'heure à 19h40 TU sur RFI et en podcast sur RFI.fr. Religion du monde, Véronique Guémard. Au Bénin, le culte vaudou honore la puissance des éléments, l'eau, la terre, l'air, la foudre, et on invoque les ancêtres pour améliorer sa vie. Mais beaucoup de fidèles naviguent entre le vaudou et les autres religions, notamment le christianisme. Comment réagit-on de part et d'autre ? Reportage au Bénin dans cette émission. Religion du monde, Véronique Guémard. Dimanche, à partir de 10h10 TU. RFI. Bonsoir ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. Ici à Paris, il est maintenant 18h. RFI Soir, Philippe Le Caplin. Bienvenue dans la grande session d'information du soir avec des faits et des commentaires, des reportages et des analyses. Dans 10 minutes après le journal, ce sera Accent du Monde avec les regards croisés des rédactions en langues étrangères de RFI concernant l'investiture de Donald Trump. Que veut faire Donald Trump concernant le conflit ukrainien ? Il sera également question des affrontements entre groupes de guerrilleros dans le Catatumbo colombien et du film brésilien Je suis toujours là, nommé dans 3 catégories aux Oscars. Ce film qui explore la période de la dictature militaire. Dans une demi-heure, ce sera les dessous de l'Infox et Stargate, méga projet d'intelligence artificielle lancé par les États-Unis, qui marque une nouvelle étape dans la course à l'intelligence artificielle donc. Et au même moment, Donald Trump abroge le décret qui encadrait les innovations technologiques. Alors quels sont les risques d'une IA affranchie de toute régulation ? Des réponses tout à l'heure. Afrique Soir s'intéressera entre autres à la situation en RDC, les États-Unis, le
Royaume-Uni, la France appelle leurs ressortissants à quitter Goma en raison du risque de dégradation rapide de la situation à cause donc du conflit opposant le groupe armé antigouvernemental du M23 à l'armée congolaise. Et puis dans 2 heures sur RFI, ici l'Europe qui recevra Salomé Zourabichvili, la 5e présidente de Géorgie qui proteste contre le virage pro-russe du parti au pouvoir Rêve géorgien, qui s'inquiète des ingérences russes à travers l'Europe. Elle qui a assisté aux cérémonies d'investiture de Donald Trump nous dira ce qu'elle attend des Européens. RFI Soir.